Moi, il y a un truc qui m'énerve dans la vie. Enfin, il y en a plein, hein. Mais il y a un truc particulièrement, c'est la lunette des toilettes relevées. Putain, qui c'est qui a pas encore baissé la lunette, là? Vous savez, quand vous allez la nuit, vite aux toilettes sans allumer la lumière pour ne pas trop vous réveiller, et que là, vous sentez l'émail glacé et humide sur vos cuisses, sans oublier le possible poil de cul laissé par inadvertance. Bon, ça, c'est en situation nocturne extrême. Mais j'avoue que même la simple vue de la lunette relevée, ça m'irrite. A priori, je suis pas la seule. Quand les hommes, ils font debout et ils enlèvent la cuvette et du coup, c'est un peu embêtant. Du coup, on est obligé de la refermer. J'ai déjà débattu avec des adultes qui ne comprenaient pas du tout mes revendications. La lunette, levée ou pas baissée, est-ce que ça vous pose problème? Est-ce que ça vous saoule? Ni celle d'une enfant de 9 ans. J'ai l'impression que c'est pas si grave par rapport à la bonne intention que c'était de la lever. Moi-même, d'ailleurs, je comprenais pas bien ce qui m'agaçait à ce point. C'est plus le côté microbien qui m'emmerde en fait. C'est que je suis obligée de toucher la lunette des toilettes. Le côté crade, ouais. Mais je suis pas hygiéniste. Et comme dit ma pote... Un téléphone, il paraît que c'est vachement plus sale que de toucher la lunette des toilettes, hein. Le fait de pas remettre en position initiale un objet partagé? Ok. Mais je suis super bordélique, donc bon... Ah, y a quelqu'un qui a vu mes lunettes? Alors j'ai commencé incognito à enquêter auprès de mes potes. Pour ou contre, pas tirer la chasse d'eau à chaque fois, ça c'est relou. 2 éléments importants revenaient systématiquement. C'est hyper pénible quand tu vas aux toilettes et qu'il y a des petites gouttes sur la cuvette. De se dire, oh non, c'est pas vrai, il a encore fait pipi à côté. Attraper la lunette pleine de toutes ces gouttes de pipi plus ou moins étalées, là. Chez toi, t'es pieds nus ou t'es en chaussettes et de se taper la petite goutte de pipi de l'autre. Ça gicle partout. En dehors de la cuvette, ça colle sur les murs, ça colle par terre et en fait l'odeur elle reste tout le temps collée. L'odeur, elle est horrible. Fou, ça sentait comme si on disséquait un poisson. La goutte et l'odeur. La goutte de la discorde. Évidemment, je sais. Tout ça, c'est lié au fait de faire pipi debout. Fatalement, à un moment, quand le jet s'arrête, il va pas s'arrêter à 10 cm de toi en plein milieu de la cuvette. Non. Pas besoin d'avoir fait une thèse en féminisme pour comprendre ça. Après, elles arrivent autour du toilette, donc tu te recules d'un pas. Et là, tu te recules de 2 pas à la personne d'après. Et là, vraiment, tu vois les toilettes quand ça fait 5 personnes qui n'ont pas nettoyé. Tu te recules de plus en plus jusqu'à ne plus pisser dans les toilettes. Mais la vraie question dans tout ça, c'est pourquoi les hommes font pipi debout? Ou plus exactement, pourquoi ils font pipi debout alors qu'ils n'y arrivent pas? Pause pipi, une série de Julie Ozou, réalisée par Annabelle Brouard. Épisode 1, pleure, tu pisseras moins. Il fallait que je gratte bien plus en profondeur, dans des canalisations inconsidérées jusqu'alors. J'ai commencé des recherches très sérieuses sur Internet. Est-ce la goutte qui fait déborder la cuvette? Débat houleux. Pourquoi les hommes font pipi debout? C'est plus rapide que d'uriner assis et cela offre plus de liberté. Vous n'avez pas à affronter des sièges de toilettes peu avenants et vous pourrez utiliser un urinoir si les toilettes sont... Bon, j'ai vite compris que ça n'allait pas beaucoup m'aider. J'ai fait pipi. T'aimes bien regarder ta couche encore la nuit? Non, c'est parce que maman, elle me dit tout le temps de garder. C'est en gardant la fille d'une copine que j'ai eu une révélation. Faire pipi sur le gazon. Préparez-vous à vous replonger dans ce moment crucial de l'existence où l'une des préoccupations principales est de ne plus faire dans ses couches ce qui déclenche par effet boomerang l'incontournable période Sur le micro. Pipi sur le micro. du pipi caca. Trop rigola. Je tente au risque de perdre quelques décibels Caca-boudin. une immersion dans cet univers obscur. Tu sais comment il s'appelle ce livre? Non. Il s'appelle Pipi. Tout simplement. Alors, le zèbre est un drôle de zèbre. Il fait pipi n'importe où. Au restaurant, il envoie un grand jet dans la soupière. Psst, et sur tous les desserts. Toi, t'as déjà fait pipi au restaurant? Non. Je fais jamais ça, je fais pas pipi partout. Moi, je fais pipi aux toilettes.
On dirait bien qu'il y a un zizi. Toi, t'as quoi, toi? Une vulve. Et ouais, et donc tu fais pas pipi pareil? Bah non. Comment tu fais, toi? Bah, aux toilettes, parce que les filles, ça n'a pas de zizi. Parce que les autres, ça doit aller dans les toilettes des garçons. Mais mon papa, comme chez nous, on n'a pas de toilette de garçons, il va dans les toilettes des filles. Mais c'est pas grave, hein. Oh non! Tu fais encore pipi au lit, Oh non! mais t'as déjà intériorisé tous les codes genrés et conscientisé qu'il y avait des toilettes différenciées, Oh, y a plus de PQ, bordel! alors que dans ton entourage proche, à l'école et à la maison, il y a que des toilettes mixtes. Attends, faut que j'aille voir en maternelle comment ça se passe. J'ai rencontré Véro, une ATSEM. Vous savez, ce sont ces femmes qu'on appelait à mon époque les dames de service. C'est marrant, hein? Hommes de service, ça n'existait pas. On rentre dans une pièce où il y a des petits WC adaptés à la taille de l'enfant, donc on a 2 tailles. Et nos WC sont séparés par des petites cloisons. L'enfant ne s'enferme pas, donc on n'a pas de porte. Bon, ça va les enfants? Ça s'est bien passé ce matin? Oui. Ouais, vous avez fait quoi dans votre classe? Plein de choses. Les garçons font pipi assis quand ils sont en petite section. Toi, tu t'assois jamais? Non. Que quand je fais caca. Ah, oui. Plus le garçon va grandir, plus il fait pipi debout, parce que je pense qu'à la maison, on fait pipi debout et le garçon doit faire comme papa. C'est clair comme de l'eau de chiotte. Les petits garçons de 4-5 ans urinent déjà debout devant les petites toilettes et leurs petites camarades. Chaque fois que j'ai rencontré un enfant qui avait besoin d'une intimité, c'était un garçon et non une fille. Et du coup, l'enfant ne pouvait pas aller faire pipi dans le WC collectif. C'était impossible. Intéressant. Oui, mais moi, j'aimerais bien qu'il y ait un endroit pour les garçons, il y a un endroit pour les filles. Ouais. J'aimerais bien ça. Par exemple, là, c'est les garçons. Ouais, par exemple. Et là, c'est les filles. Ah, mais vous seriez quand même dans la même pièce? Oui. Ouais. Mais on se verrait pas. On se verrait pas qu'on fait pipi. Alors, est-ce qu'il faudrait pas des petites portes qui ferment aussi? Ouais. On aimerait bien ça, mais en plus, on n'ose pas trop dire à la maîtresse parce qu'il faudra faire des travaux et tout ça. Ça tombe bien parce qu'en faisant mes recherches, j'ai découvert Edith Maruet-Jules. Elle est géographe et sociologue et elle travaille sur les espaces publics égalitaires, particulièrement dans les établissements scolaires. Alors, les travaux, ça lui fait pas peur. D'ailleurs, pour elle, il faut tout déconstruire, les notions et les bâtiments, pour tout reconstruire. Il s'agirait de ne pas se louper quand on construit des nouveaux espaces, et en particulier l'espace des toilettes. Si l'école maternelle, c'est le premier conduit vers l'apprentissage des codes, alors l'école élémentaire, c'est tout un réseau. Parce qu'à partir du CP, les toilettes deviennent non mixtes. Il y a 2 toilettes séparées, donc il y a pour les garçons et pour les filles. Et l'on voit entrer en scène un objet d'une valeur d'1,6 million d'euros au marché de l'art contemporain. Chez les garçons, il y a des urinoirs pour qu'ils font pipi debout, et les filles, elles peuvent pas. L'urinoir. Arrive à l'école élémentaire, dans 90% des cas, une injonction à faire pipi debout dans l'urinoir, alors qu'on apprend tous et toutes à faire pipi assis au pot. Je n'ai jamais compris le principe de l'urinoir. C'est quoi ce délire? C'est la mise en scène de ce qu'est un vrai garçon. Je sais pas, quand tu vas faire pipi, tu vas pas être assis. Je dis, moi, que le rite initiatique de « t'es un vrai gars », en fait, ça se passe à l'adolescence dans les toilettes. Il y a alors 4 règles à respecter, qui se transmettent de génération en génération. Première règle, ne pas parler des règles. C'est une espèce d'injonction non dite, moi, de ce dont je me souviens. C'est un garçon, ça fait pipi debout. Je vais pas souvenir qu'on m'ait dit il faut que tu fasses pipi debout parce que t'es un garçon, mais c'est plus tout le monde le fait. Enfin, pourquoi tu le fais pas? Deuxième règle, être visible et audible. C'est vraiment un endroit où d'un coup tu montres la partie de ton corps que t'as de plus secrète. Quand tu essayes d'assumer une espèce de virilité factice, eh ben, il faut faire du bruit. Tu pisses fort, tu pisses sonore. Troisième règle, marquer son territoire. Le jeu, c'était vraiment de pisser, mais le plus haut possible, quoi. Mais de pisser complètement hors du cadre de ce qui était dans les pissotières, quoi.
4e règle, laisser des traces. C'est des jeux super rigolos parce que celui qui arrivait à pisser à 1m50 alors qu'il faisait 1m20, c'était la grosse fête, quoi. Waouh. Et du coup, en fait, il pissait sur le mur, il pissait pas du tout dans les pissotières. La goutte, l'odeur et la lunette. Alors nous, on a des règles, ça oui, mais pas les mêmes. On a le devoir d'être invisible et silencieuse. Puis même quand tu fais pipi, on entend le bruit. Des fois, même les copines, le jour je suis allée et puis c'était en train de dire elle fait du bruit et tout. Même ça blesse. Hein. Quand on a ces règles, t'enlèves la serviette, ça fait du bruit, du coup t'as peur que les autres jugent. C'est compliqué, moi, je trouve. Il y a un truc qui colle pas, contrairement au pipi sur la lunette. C'est quand même questionnant sur la possibilité de relations filles-garçons. Que la norme, ça soit l'absence de mixité. C'est-à-dire ne pas jouer ensemble, ne pas rire ensemble, ne pas manger ensemble, ne pas transpirer ensemble. C'est vraiment une création sociétale et elle dit quelque chose de notre système, en tout cas de la production d'un système de genre, qui est que les filles, dès la petite enfance, doivent avoir une forme de peur des garçons. Pourquoi ils ne sont pas mélangés? Qu'est-ce que c'est qu'on veut leur dire aux petites filles? Elles prendraient un risque, mais quel risque? Et en miroir, ça condamne les garçons dans leur entièreté. Vous êtes des potentiels agresseurs pour les filles, c'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas être mélangés aux toilettes. Tiens, c'est drôle. Dans dégoulinant, il y a dégoût. J'avais jamais remarqué. Il y a une inscription d'un stéréotype. Qu'est-ce qu'être une vraie fille? Qu'est-ce qu'être un vrai garçon? Et dans dégoûtant, il y a goutte. Mais il y a aussi l'installation d'un sexisme d'une inégale valeur et de la performance des violences internes dans le groupe social constitué des corps des garçons et des corps des filles. C'est pas drôle en fait. Ça crée un phénomène qui peut être difficile à croire. 8 élèves sur 10 se retiennent d'aller aux toilettes et 1 élève sur 2 n'y va jamais de la journée. Pour vérifier ça, pas le choix. Je dois me rendre au niveau supérieur et me confronter à un univers bien plus impitoyable. Traumatisme de tout adulte, le collège. Dans une semaine, j'y vais une fois même pas. Là, depuis le début de semaine, je suis toujours pas allée. C'est le mental, je pense. Ça m'est arrivé plein de fois que je vais jamais de la journée. Enfin, c'est quotidiennement en fait, je vais jamais. Tellement que j'ai pris l'habitude depuis y aller pendant le collège. En fait, mon corps il est habitué. Du coup, j'ai plus envie. L'entre-soi, finalement, ne protège pas de la peur d'aller aux toilettes. L'entre-soi, les garçons entre eux et les filles entre elles. Et ça se confirme. Chez les garçons... Je sais pas pour les filles, mais en tout cas, je sais que nous, on peut plus fermer la clé, elles sont tous cassés, nos trucs. Du coup, à tout moment, on peut faire nos besoins et quelqu'un entre. La peur d'être regardé quand on est un garçon, hein, puisque les urinoirs, c'est quand même un déni de pudeur. Certaines personnes peuvent voir nos endroits intimes, quoi. Du coup, ça donne pas très envie. Tout le monde se mate un peu la bite, quoi. T'as tout le temps l'œil qui tord vers l'autre, des comparaisons, des trucs comme ça. C'est horrible, tu te dis, putain, pourvu que c'est 20 secondes, 30 secondes, se termine. Et chez les filles? Du côté des filles, en fait, on a malheureusement du harcèlement dans l'entre-soi des corps des filles, et aussi justement sur leur corps physique. Du corps des corps, hein, qui est un corps de décoration. Donc on va être sur la question du physique, tu es grosse, tu es laide, avec la mise en scène des miroirs. Hein. C'est pour ça aussi d'ailleurs que la plupart du temps, les miroirs sont dans les blocs des filles et pas dans le bloc des garçons. On dit qu'il faut pas faire de différence entre les gars et les filles, mais je pense qu'on en fait quand même. Même les adultes, ils en font sans rendre compte, parce que les garçons, ils vont pas mettre un miroir parce qu'ils se disent ils vont pas se regarder dans la glace ou des trucs comme ça, quoi. Sauf que nous, y en a, ils se recoiffent, y en a, ils se maquillent. Il y a des filles, elles s'amusent à regarder partout les toilettes. Ça se fait pas. Hein. C'est un peu de harcèlement, on va dire. Ça commence par là. Hein. Ça me revient. Je me souviens au collège, ouvrir des cabines. Entre copines, ça nous faisait bien rire. Il suffisait de mettre une pièce dans la fente et de tourner pour que le loquet s'ouvre. Ah bravo, je te félicite. Ouais. C'est le premier lieu du harcèlement, en particulier dans le groupe social des garçons, du harcèlement physique, hein, des agressions. Donc il y a eu toute cette période, mais qui existe encore, qu'on appelait du chabit, hein, et des humiliations aussi, hein, sur les corps. C'est là où j'ai vu les premières images pornographiques
affiché là-dedans, quoi. Scotché au mur par des grands qui étaient en 3e, donc des grands de 14 ans et demi, quoi. Et d'arriver là-dedans et de me dire, waouh, mais qu'est-ce que le zizi du monsieur fait dans la bouche de la madame? Et d'avoir été scandalisé, et on était plusieurs à se dire, mais qu'est-ce qu'on vient de voir, en fait? C'était un endroit dont j'avais peur, où je passais le plus rapidement possible. C'était pas pour moi. Enfin, c'était même un endroit dangereux, en fait. Géographiquement, c'était carrément dans un coin, mais reclus dans la cour. On était loin de tout, en fait. C'était à côté de classes dans lesquelles on avait rarement cours. À l'extérieur du regard aussi des autorités ou des adultes et tout ça. Ces lieux, en fait, où on sait qu'on va pas être puni, on va faire ce qui est interdit, en fait. Ça fait partie du jeu. Mais bon, les toilettes, derrière, ça a des conséquences trop graves. Ce sentiment de peur, d'insécurité, d'être entendu, d'être enfermé, de ne pas pouvoir sortir, hein, c'est vraiment une expérience qui est traumatisante. Je pense qu'aucun adulte ne le supporterait. Les enfants, ils supportent. Enfin, ils apprennent à supporter. Faut dire qu'à la maison, il y a déjà de l'entraînement. Et je me souviens très bien que mon grand frère m'a pissé dessus, par volonté de me diminuer. Je me souviens très bien de la scène. C'était une punition, c'était une dégradation. Insalubrité, harcèlement, dégradation, humiliation. Les toilettes de collège, premier lieu d'insécurité en France. Si depuis 6 ans, vous retenez d'aller aux toilettes, en termes de charge mentale, en termes de santé, on n'en a pas parlé, mais évidemment, on voit bien tout le délire, hein, les infections urinaires, tout le bazar. En termes de disponibilité à vivre aussi, disponibilité à jouer et disponibilité à apprendre. En fin de journée, vous n'en pouvez plus. Donc si on récapitule, tout ça là, ça fait chier tout le monde. C'est le cas de le dire. Une solution peut-être ? La question de neutraliser ou de recréer finalement des groupes de pairs. Parce que les enfants, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont peur des grands ou des grandes. D'ailleurs, on peut comprendre qu'un corps de CP, un corps de CM2, par exemple, c'est pas du tout le même. Et un corps de 6e et un corps de 3e non plus. Et que finalement, faire des blocs petits et des blocs grands, c'est beaucoup plus safe en fait. La proposition de grand remplacement des toilettes non mixtes par des toilettes non genrées et par classe d'âge. Je pense que ça peut marcher parce que même les gars, après, ils vont se sentir gênés, même s'ils n'ont pas l'habitude de montrer leurs sentiments. Du coup, je pense que tout le monde fera plus attention à ce qu'ils font. Et par conséquent, on ne peut plus avoir d'urinoir, enfin, qui est vraiment le symbole quand même aussi d'une forme de virilité et de masculinité. Ouh, ça va pas plaire à tout le monde. De toute façon, on peut plus rien dire. Eh bah si, justement. Ne nous énervons pas. Et on va le dire, au risque d'en chiffonner quelques-uns. On va regarder comment est construit le bloc sanitaire des filles. Et là, je dis, vous faites le même, à l'identique. Donc oui, il y a moins d'espace pour faire pipi. Mais enfin, les garçons, ils peuvent attendre aussi. C'est ça, faire égalité. C'est que les garçons apprennent à attendre aussi. Je rentrais enfin me soulager. Quelque part soulagée de comprendre que mon agacement de la lunette n'était pas seulement contre un objet de plastique un peu crasseux, mais bien contre le symbole d'un système illogique bien dégueu. Mais aussi tracassée par une nouvelle question. Si on intègre tous ces codes si petits, qu'est-ce que ça fait quand on est grand ? À suivre sur arteradio.com. Il y a un autre truc qui m'énerve, c'est faire des choix. Et dans la vie, il y en a tout le temps. Cigarette ou poumon, raisin ou houblon, le train ou l'avion, Le Pen ou Macron, ligature ou biberon. Et ce qui est encore plus énervant, c'est quand on ne vous laisse pas le choix. L'autre jour, avec des amis, j'étais en manif. Basique. Et là, j'ai eu envie de pisser. Logique. Mais il n'y avait pas de toilette. Classique. Il n'y a plus de toilettes, c'est le problème. Et si t'es claustro, eh ben les toilettes qui se ferment automatiques, c'est pas la solution. Et donc là, le conteneur des toilettes, il est plus là.
étaient là les toilettes, il y avait juste des derrière. containers Bah là de c'est des locales de poubelle et il y a un gros canard dessus. Et là il y a un code pour le café de la branche, donc il faut consommer pour avoir le code des toilettes. Des fins de manif, le nombre de copines que j'ai vues se précipiter aux toilettes parce qu'elles se sont retenues pendant les 5 heures précédentes, alors que nous, on a été 2 fois derrière une voiture ou je sais pas. C'est à ce moment-là précisément qu'une série de choix s'est imposée à moi. Choix numéro 1, faire dehors en plein jour. Ça me dérange pas, moi, de pisser un peu partout. Bon, facilement dehors, à la campagne, derrière les arbres, tout ça, mais aussi en ville. Ok, fastoche. J'ai pris l'habitude de pisser derrière des voitures ou dans l'entrée de parking ou des trucs comme ça. En journée, si vraiment j'en peux plus, je pourrais jamais pisser entre 2 bagnoles, il fait trop jour, quoi. Ouais, moi non plus. C'est plus le regard des autres, en fait, qui va être perturbant. Parce que je me la raconte, je peux faire pipi n'importe où, je m'en fous. En fait, non. En soirée, je peux faire ça. La nuit et l'alcool me permettent ça. Mais je suis pas du tout libérée du pipi, en fait, hein. Je préfère même faire quelques gouttes dans ma culotte, c'est pas dingue, ça? C'est parce qu'enfant, j'ai bien appris les règles. Tu seras invisible et silencieuse. Pointé dans le premier épisode, par Edith Maruet-Jules, géographe et sociologue. Il faut une forme d'émancipation quand même pour aller faire pipi dehors quand on est une fille ou pour dire ok bah c'est pas grave, j'y vais, je sors, tant pis, je me débrouillerai comme je peux. Enfin, on a toutes les stratégies dans les bars d'essayer de se faufiler sans qu'on voit qu'on n'a pas consommé pour aller faire pipi quand on est dehors. Bon, choix suivant, me retenir. Ah ça oui, ça je le fais super bien depuis toute petite. Tu vas avoir des cystites et des infections urinaires. C'est la même chose. Ce sera bien fait pour toi. Oh, ça va, hein. C'est peut-être inconscient, mais nous, les femmes, on nous éduque à retenir. Et que c'est pas du tout le cas pour les garçons. Tous mes potes, je vois bien que on n'a pas du tout nos rapports à ça, quoi. Donc je me suis retenue jusqu'à me tortiller comme un spaghetti avant d'être mangée. Bon, c'est la première comparaison qui m'est venue. Sauf qu'à un moment, c'est plus possible. Alors, la question que je me pose, c'est... Si choisir, c'est renoncer, est-ce que ne pas choisir, c'est résister? Pause pipi. Une série de Julie Ozou, réalisée par Annabelle Pouard. Épisode 2. À la recherche des toilettes perdues. Il y aura toujours du monde pour te dire que dans la vie, t'as le choix. Oh, quand on veut, on peut. Le quand on veut, on peut. Aux chiottes, cette expression. Et pour vous guider dans vos choix, vous aurez des manuels, des coachs, des forums. Dans le petit coin, retrouvez les meilleurs plans pour uriner en ville. Les parcs, les jardins publics, Tous les carrefours, les super-U, les cimetières. Réunis dans un livre de poche, idéal pour lire aux toilettes. C'est vrai qu'il y a du choix. Et pour un livre acheté, un exemplaire offert de « J'irai pisser sur vos tombes ». On a pris une tombe au pif, on a pissé dessus, on s'est retrouvé nez à nez avec les gendarmes, on a passé la nuit au poste et ils nous ont lâchés au petit matin. Une histoire à évacuer debout. Mais bon, j'ai pas trop envie de finir en gardave, ni de montrer mon cul. Mais oui, moi c'est la question des fesses. C'est ce qui fait que t'as trop besoin de te cacher. Même quand t'es caché, tu te dis ouais mais non parce qu'en fait si quelqu'un passe, il va voir mes fesses. Et puis le regard prédateur sexuel sur ton cul, si t'es une femme le cul à l'air. Je suis désolé, mais à mon avis, je pense qu'il y a des mecs, même qui se... C'est sûr, on connaît des histoires qu'on a lues, entendues, de machin, de mecs qui veulent regarder des femmes pisser. Journal Libération. Pendant 10 ans, un employé du ministère de la Culture administrait des diurétiques à des candidates et collègues avant de les isoler jusqu'à ce qu'elles s'urinent dessus ou devant lui. L'État vient d'être condamné à les indemniser. Juste, en passant, mate son cul. Puis ce truc de pisser debout, quoi, enfin, ça... Tu existes debout, quoi. Quand tu es accroupi, t'es vulnérable, en fait. Et c'est tout un truc qui fait que ça rajoute à la honte, déjà, de devoir trouver un endroit où uriner. Et alors, accroupi... Il semblerait que quand on a une verge, le problème ne se pose pas de la même manière. Toujours ce problème de faire pipi debout, hein. Voire ne se pose pas. Culturellement, le fait que moi, par exemple, homme, quoi, ou petit garçon, me dit, bon, t'as ta quéquette, quoi, ton petit robinet,
Tu peux t'en servir dans la pampa, tu peux uriner n'importe où en fait. Toujours cette différenciation assis, debout. Ça m'arrive d'utiliser un pisse debout. Alors oui, je sais. Souvent quand je suis en manif. Si j'avais un pisse debout. Quand je vais à des festivals ou quand je suis dans des événements publics. Eh bien, j'ai un pisse debout. Toujours dans son sachet d'emballage depuis 2 ans. J'y ai pas touché. Tu vois, tu fais pas d'effort. Et je l'ai jamais utilisé parce que, 1, j'ai la flemme de faire des tests, tout ça. Et de 2, parce qu'en fait, je croyais que j'en avais pas besoin. Que je gérais. Mais non, hein, je sais, je m'illusionnais. J'étais dans le déni. Donc, dernier choix possible, trouver des toilettes publiques. Ça devrait être un service public, les toilettes. Tu te retrouves à aller dans les bars, sur les autoroutes, tu vas chez Total. Tu cherches des toilettes ouvertes une grande partie de la journée, les supermarchés. Bizarrement, l'idée de toilettes publiques, automatique, même si on a envie, ça donne pas trop envie. Mais bon, pas le choix. Je sais même pas où il y en a. À la médiathèque, il y avait des toilettes. Alors je cours en me trémoussant. Ouais, c'est particulier comme démarche. Eh bien, elles n'y sont plus. Un gros bloc de béton à la place. Ici, pour un usage plus confortable du centre-ville, nous remplaçons les sanitaires publics. Est-ce que c'est le moment d'améliorer des toilettes ? Alors oui, c'est le moment, mais c'est pas le moment. Les sanitaires seront hors service de janvier à février 2023. Faut absolument que j'en trouve d'autres. Heureusement, grâce au numérique, on n'arrête pas le progrès. Depuis le Covid, il y a plein d'applis exprès qu'on fleurit. On a l'embarras du choix. Où sont les toilettes ? Toilette Map, Ici Toilette, Plouf, Flush, Toilette Finder. Les toilettes les plus proches sont à 352 mètres. Prenez à gauche et continuez tout droit. Je les connaissais pas celles-là. Bon, elles sont toutes neuves. Alors, 2.0. ouvert, 15 minutes max, je pense, on peut rester. Il y a une cabine et un urinoir. Il faut être accompagné et c'est nettoyé. Et c'est bruyant aussi, hein. Je me décide à pénétrer dans l'antre obscur. J'entre dans ce lieu mystérieux et tout mouillé. Ok, il y a du papier là, c'est propre. Il y a un lavabo avec du savon, ça sent bon. Et par contre, c'est tout mouillé sur la cuvette. Parce que la chasse d'eau va en foutre partout. Alors, on fait ça. Ah, ça fait du bien. Ouais, pas mal. Je pourrais mettre 3 rouleaux de PQ sur CacAdvisor. Sur quoi ? CacAdvisor, l'appli, laisse ta trace. Tu peux évaluer les toilettes publiques avec des petits rouleaux de PQ mignons. Il restait malgré tout quelque chose de trouble. J'ai pourtant bien tiré la chasse d'eau. Je suis retournée sur l'appli et sur les lieux. C'est là que j'ai eu une nouvelle révélation. Là, dans le quartier Bouffet, il n'y a que du rouge, donc c'est que pour les mecs. Et il y en a pas beaucoup. Ah, et les bleus, c'est pour tout le monde. Et là, il y en a quasiment pas à côté du centre-ville. D'accord, donc on voit bien que c'est plutôt quadrillé par les pissotières pour mecs, quoi. À Nantes, si on compte dans le centre-ville, et là j'ai compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 11 urinoirs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et 10 blocs. Ces blocs comportent une cabine fermée et un urinoir. D'après mes périlleux calculs mathématiques, le résultat est sans appel. Il y a 31 possibilités pour les hommes d'uriner, contre 10 pour les femmes. Ils ont donc 3 fois plus de choix. Alors qu'on leur a octroyé le droit de faire n'importe où. Je suis pas sûr qu'il y ait eu des commodités fermées pour les femmes de tout temps, mais moi quand j'étais gamin, il y avait des urinoirs, hein. Enfin des urinoirs publics. T'as des portes battantes et t'as 4 urinoirs alignés et voilà quoi. Il y en avait beaucoup. Ces endroits, il n'y a pas plus misogyne, il n'y a pas plus patriarcal dans le schéma. Marc Martin est photographe. Il a étudié l'utilisation des pissotières dans le milieu gay. Mais ça, ce sera pour le dernier épisode. Vous imaginez qu'il y avait peut-être 4000 pissotières en France ? Il devait y en avoir 50 qui étaient aussi destinées pour les femmes. Voyez le rapport ? Je comprends toujours vraiment pas pourquoi on fait des pissotières.
C'est juste pour que les hommes fassent pipi. D'une, tout le monde fait caca. De deux, au moins 50% de la population mondiale n'est pas un homme. Et de trois, les handicapés. En fait, c'est presque une niche. Et ça arrive encore. Tu rentres dans des toilettes hommes, il y a que des pissotières. Comment c'est encore possible? C'est un truc qui me scandalise un peu, les espèces d'uri-trottoirs là, qu'ils ont mis en place. Soi-disant, tu fais pousser des végétaux. Alors, merveilleux. L'uri-trottoir. Design et écolo. Pour pisser contre un mur, plus besoin d'être alcoolo? Ah bah si, voilà. Grâce à l'arrivée d'un nouveau concept innovant. L'uri-trottoir. Ah. Eh ben... Voilà, visiblement, le plus proche est ici. Tu penses? Oui. Vas-y, on y va. Ces urinoirs design un petit peu cachés. C'est vraiment une espèce de boîte aux lettres du pipi, quoi. C'est rouge avec une espèce de petite fente avec des fleurs. C'est... vous êtes sûr, vous n'avez pas envie? Parce qu'allez-y, là, ça nous ferait plaisir. Ah, enfin. Enfin, ouais. Et elles sont assez larges, rouges, avec un gros panneau Euro-trottoir et un mec en symbole qui pisse bien en arrière. Ça le fait rentrer dans un us et coutume normal de les hommes. Vous êtes en petit costard-cravate, allez-y, faites pipi dehors. Devant les gens qui passent, devant la dame qui sort de la CAF, devant les enfants qui sortent de lait. En fait, c'est les chiens qui font pipi dehors. Là, il y avait un canicite à l'époque, une litière à ciel ouvert pour nos chers amis à quatre pattes. Je me dis, bah, si c'est bon pour eux, c'est bon pour moi. Je me dis que je fais quand même quelque chose de pas mal plutôt que pisser contre un mur. Bon, alors là, pour le coup, j'étais debout, tout seul, au milieu des copeaux de bois. Et là, deux dames qui m'interpellent, moi en train de leur répondre et en continuant à faire mon affaire. C'était assez déroutant. Mais en tout cas, je pensais avoir été plutôt intelligent. Eh ben, a priori, non. Est-ce que tu veux qu'on aille en voir un avec des fleurs? Ce serait tellement romantique. Encore des concepts pensés et de l'argent dépensé exclusivement pour l'aisance masculine. Et pour les chiens aussi. Ce qui est très important à comprendre, c'est que ça exclut les femmes. Mais quand on exclut les femmes, on exclut les enfants. Tout ce qu'elles poussent, qu'elles traînent, voilà, parfois les personnes âgées, les personnes incontinentes, les personnes qui présentent un handicap aussi. Donc de ne pas mettre de toilettes à l'espace public fermé, coveillante, safe, en fait, c'est un vrai problème pour une large majorité de la population, et dont tous les hommes d'ailleurs aussi, qui ne souhaitent pas forcément utiliser ces espaces-là. On dit toujours, les femmes, elles sont invisibles. Attendez, elles ne sont pas invisibles. Hein. Leur corps physique, il est dehors. Hein. Et autant que les hommes. Et en plus, encore une fois, elles sont encombrées, elles sont sur des mobilités douces, elles doivent marcher, courir, etc. Enfin, elles ont toujours plus de questions à régler, elles, à l'espace public, que les hommes. Et c'est objectif. 80% dans les couples hétérosexuels, des femmes ont la charge domestique et la charge des enfants. C'est comme ça. Donc elles ne sont pas invisibles, elles sont transparentes. Transparentes à l'urbanisme, aux politiques publiques. Elles ont des besoins, elles ont des envies, et elles font jamais sujet. On ramène en fait les questions des femmes à ce qu'on appelle des problèmes individuels. Si avec ton vélo, tu n'arrives pas à trimballer 3 gamins, tes courses et le bazar, c'est ton problème. Démerde-toi, t'as qu'à t'organiser mieux dans ta vie, quoi. Parce que là, en plus, on parle d'hommes, de femmes. C'est très binaire tout ça. Mais est-ce qu'on pense aux personnes trans? Pour les toilettes publiques, c'est compliqué. Parce que je sais jamais où aller. Si je vais chez les femmes, parfois ça arrive qu'il y ait des femmes qui me fassent des remarques en disant « vous vous êtes trompé de toilette ». Et en réalité, je comprends que des femmes n'aient pas envie que des mecs viennent dans les toilettes pour femmes. Et si je vais chez les hommes, eh ben, il y a des hommes qui disent « bah vous vous êtes trompé de toilette ». Je suis bien moins tranquille avec leurs remarques parce qu'en fait, j'aimerais bien qu'ils me lisent pas comme une femme. J'ai l'impression qu'en fait, les toilettes publiques me disent « il faut que tu fasses un choix, est-ce que t'es un homme ou est-ce que t'es une femme ? Et choisis maintenant ». Et en fait, il y a des moments où j'ai pas envie de me poser cette question-là. Et donc, je déteste les toilettes publiques. J'adorerais qu'il
il y ait des toilettes pour meufs. Mais par contre, j'aimerais qu'il y ait de manière systématique la possibilité d'aller dans des toilettes mixtes. Ce serait ça la solution ? Pour plus d'égalité et d'équité, il faudrait plus de cabines et qu'elles soient mixtes, comme pour les enfants et les adolescents ? Et on peut très bien faire des blocs sanitaires, d'ailleurs sur la même conception que j'ai moi sur les établissements scolaires, c'est ouvert au regard, enfin à peu près ouvert au regard, avec de l'eau à l'extérieur, et à l'intérieur, dans la cabine, vous êtes fermé. Comme ça, on voit aussi s'il se passe quelque chose, quoi. Renverser la catégorie femmes-hommes et filles-garçons, c'est penser la catégorie famille, par exemple. Qui n'a pas conçu qu'il y avait des parentalités, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait des pères, des filles, des mères, des fils, et quand on est un père seul ou quand on est 2 pères, on fait pas pipi alors ? Votre fille, elle fait pas pipi ? Et les urinoirs alors ? On en fait quoi ? L'aménagement des toilettes, il envoie fort ce message-là. C'est que pour pisser debout, il faut forcément être un mec cis, ce qui n'est pas vrai en fait. Qu'on ait un pénis, qu'on utilise un pisse debout, qu'on apprenne à pisser debout ou sans pisse debout. Ouais, bon, on n'en est pas encore là. En attendant, on les supprime ? Oh, ça va encore pas plaire à tout le monde. Ça ruisselle. Je rentrais chez moi et je réalisais qu'en fait, ce qui m'énervait, c'était pas de devoir faire des choix. C'était d'être face à des non-choix. En attendant que ça change, pas le choix. Je devais agir et le prendre en main. Alors, appareil pour uriner debout. Évite le contact avec les cuvettes de WC, ok, et permet d'uriner sans s'accroupir. Restez debout. Placez la partie la plus large immédiatement au-dessus de la vulve. Urinez sans craindre les éclaboussures en dirigeant le jet vers l'endroit désiré. Ok, bon, ça n'a pas l'air très compliqué. Mettons que si j'étais vraiment dehors. Alors, attention, ah bien, j'ai trop envie de faire pipi en plus. Alors. Ah mais ça marche trop bien. Pas une goutte de perdu, mon pote. Cette nuit-là, Bon, par contre, ça éclabousse les pieds quand même. je rêvais que j'étais une justicière. Je brandissais mon pisse debout d'un geste rapide et assuré, et je n'avais plus qu'à me soulager. Mais une question persistait. Est-ce que je serais cap de l'utiliser dehors, seule, la journée et la nuit ? Parce que si c'est si compliqué de faire le jour, c'est comment quand vient l'ivresse de la nuit ? À suivre sur arteradio.com. Il y a un truc que j'adore dans la vie avec mes potes, c'est faire la teuf. Mais ce que je déteste, c'est attendre. Oh, t'as pas de patience. Le tram en hiver, les retardataires pour commander une bière. Et malheureusement pour moi, chose inévitable dans les bars, les festivals, les soirées, Et que je suis là et que les toilettes elles sont à l'autre bout du monde, je me dis j'ai la flemme d'aller jusqu'aux toilettes. attendre pour faire pipi. J'ai très vite été extrêmement agacée par les queues interminables aux toilettes des femmes et personne aux toilettes des gars. Souvent, moi, je vais dans les toilettes des garçons, du coup, pour faire pipi quand il y a une grosse file d'attente. Et il y a toujours ce moment où tu regardes les autres filles parce que du coup, tu vas aller dans les toilettes des garçons, mais ça veut dire que tu les devances un petit peu. Du coup, il y a un côté, bon, j'y vais, vous y allez, on y va. On dirait que je suis pas la seule, mais j'admets que je suis impatiente. Moi, je veux tout de suite, et que ce soit entier. Ou alors je refuse. Ok, c'est pas de moi. C'est Antigone, mon héroïne, celle qui dit non. Moi aussi je dis non. Et c'est pas une question d'impatience. Par exemple, quand je lis une étude qui démontre que dans les toilettes publiques, les femmes attendent 6 minutes 19 et les hommes 11 secondes. Y a pas que moi qui compte, hein. 6 minutes 11 secondes. Là, je dis non. Ouais, on est obligé. Mais c'est ça le pire. On est obligé d'aller vite pour aller aux toilettes, quoi. Et voilà, je suis saoulée. Alors que j'ai même pas encore bu. Parce que dans les soirées, coutume étrange, on boit beaucoup.
Moi, je bois beaucoup de bière et je les bois en demi-litre. Et c'est génial, tu papotes, tu bois des coups, c'est super. Et à un moment, t'as envie. Et l'envie, elle te prévient pas à la deuxième gorgée de ta première bière. L'alcool fait que, je ne sais pas, il doit endormir une partie de ta conscience. Remets ça plus tard, mec. Tu t'amuses, continue à te marrer. Ce qui crée par effet ricochet le combo perdant, l'envie pressante et l'ivresse. J'avoue, hein, ça m'est arrivé dans des bars, t'arrives, les chiottes sont prises, il y a le lavabo. Ah ouais, ça m'est arrivé. La question qui tourne alors dans ma tête, c'est: est-ce que refuser d'attendre, ce n'est pas plutôt refuser de rester passive ou même de consentir? Pause pipi. Une série de Julie Ouzou, réalisée par Annabelle Brouard. Épisode 3. La nuit, tous les pipis sont gris. L'envie qui, dans un cas, devient soulagement agréable. Indépendamment de l'alcoolémie, quand on pisse dehors, ça fait du bien dans l'immédiateté. C'est déjà pas mal en fin de compte. Et dans l'autre, attente insoutenable. À l'heure actuelle, la femme n'a pas non plus les moyens de pouvoir aller uriner facilement comme l'homme dehors. Donc du coup, les toilettes, tu fais la queue comme tout le monde. Pas comme tout le monde, justement. Comme toutes les femmes. Et en plus, dans ce dernier cas, on subit doublement une queue. De laisser la porte ouverte quand t'es un homme, de pisser debout, de te retourner comme ça, d'en foutre partout, de te montrer un petit peu, tu vois, tout le monde, parce que c'est un couloir, donc si tu te retournes avec la porte ouverte, tout le monde te voit. Jordan est barman. Il en est le premier témoin. Ouais, il y a une forme comme ça, mais un peu de dédain, de je m'en foutisme, ouais. Peut-être même de provoque. Déjà que de jour, les mecs, ils savent pas viser, mais alors de nuit et sous alcool... Je pense que ça décuple le fait que tu vises encore plus mal, mais ou que tu t'en foutes. C'est pas mes chiottes, c'est pas chez moi, je connais pas la personne qui va arriver derrière, je m'en fous. Passé une certaine heure, les hommes, devraient pisser assis. On est d'accord? Complètement d'accord. Bah voilà, ils pissent debout. Sébastien, il y a un urinoir. Il y a un urinoir, tu peux venir. Viens là, petit chat. Viens voir. C'est pas venu de moi-même le fait de pisser assis. En fait, c'est parce que j'ai vécu en coloc avec des filles ou que j'ai vécu en couple. Tu sais bien que ce sera pas agréable pour la personne suivante. Donc, quand tu pisses debout, il y a quand même... enfin, moi, j'étais pas sur un 100% de réussite, quoi. Tiens, c'est marrant. Ça me rappelle un truc. Dans l'épisode 1, peut-être? Parce qu'en plus, les hommes font même pas semblant de nettoyer, quoi. Tu fais très bien, l'erreur est humaine. Bon, tu nettoies, tu fermes ta gueule, quoi, tu vois. Je suis pareil que vous, j'aime pas trop quand il y a des gouttes, ça me dérange beaucoup. Et du coup, effectivement, j'essuie les gouttes, mais par contre, je m'assieds que du côté où j'ai pas vu de gouttes. Vous faites pas un petit nid de PQ sur la cuvette? Ça me fait une sensation que je vais m'asseoir sur du PQ qui est trempé, qui va s'effilocher, qui va coller à toute ma peau et tout, ça me dégoûte. Et il y a personne qui parle de cette fameuse position squat pour pas toucher la lunette? Et tu vois, il y a des études qui démontrent que uriner dans cette position, ça fait de la stagnation urinaire et donc ça favorise l'apparition de cystite en fait. Et le plus important pour uriner en tout cas, c'est de se détendre. Ah bah c'est sûr qu'en extérieur, on est rarement détendu. J'ai rencontré Antoine Lahorgue dans des toilettes. Il travaille sur un prototype pour faire caca accroupi. Mais ça, c'est une autre histoire. Même en posture non physiologique, parce que l'idéal c'est toujours l'accroupi complet pour uriner ou déféquer. Mais il vaut mieux par exemple pour une femme uriner debout, avec un pisse debout par exemple, détendu, plutôt que d'être dans une posture un peu acrobatique ou se maintenir en l'air, où là la contraction va vraiment faire la stagnation urinaire et diminuer le flux urinaire. Mais tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout? Ouais, surtout les personnes non concernées. Mais je trouve que souvent, les bars tenus par des mecs, je suis désolée, on peut pas dire ça. Hashtag balance tes porcs. Il y a quand même une attention qui est moins... Parce que c'est normal, ils sont moins gênés par le manque d'hygiène puisqu'ils sont debout, donc mais c'est logique. Non, vous avez pas remarqué que quand même il y avait un truc comme ça? Ah si, on a remarqué.
La patronne, elle a raison sur un point, c'est que si tu laisses ton bar clean tout le temps, bah, les gens vont le laisser clean aussi, parce que les toilettes, c'est quand même un endroit qui est facilement salissant. Voilà, donc la fermeture aux toilettes, ça se passe beaucoup mieux qu'avant, quoi. Où les gens respectaient beaucoup moins, il y avait du vomi sur les murs. Quand je parle que du vomi, hein, je ne parle pas du reste. Il y a des belles surprises dans les poubelles des fois aussi. Alors, est-ce qu'on peut pas dire aussi que la majorité des personnes qui vont dans les bars sont des hommes ? Du coup, aujourd'hui, c'est très difficile de faire pipi dans les toilettes. Donc, soit on attend. Du coup, des fois, quand on ne peut plus, parce que la vieille fait pipi. Soit on a toujours les mêmes alternatives. Faire entre deux voitures. Perso, en soirée, j'adore ça. Tu fais pipi entre les voitures que la nuit ou le jour aussi? Simplement quand tu vois des bières. Donc ça t'arrive? Sinon, je vais aux toilettes. Et en plus, ça crée des liens. Des fois, on y va. En fait, c'est un petit groupe de meufs. Donc, il y a un peu ce truc où on se protège les unes les autres. C'est jamais trop loin. Et C'est limite, ça crée des liens, quoi. Mais seul, ça peut être un peu compliqué. En ville, tu vas jamais entre deux voitures tout seul. Jamais. Bah non, enfin, c'est même pas concevable. Enfin, tu sais jamais sur qui tu vas tomber. Enfin, il y a des regards. Soit, autre possibilité, contrairement à moi, on franchit le cap de la salle de bain et on utilise... Ah, mon pisse debout, j'en suis si fière. Un pisse debout. Attends, on va aller se cacher là derrière, non? Enfin, après, on n'est pas obligé de se cacher, parce qu'on va pas voir mon cul. Je vais monter par là. Je l'ai acheté en 2015 au Hellfest et je connaissais pas du tout. Et le fait que ça existe, j'ai voulu l'acheter direct. Je me suis dit, ok, vas-y, je vais le tester, mais je connaissais pas du tout le concept en fait. Bah, je me suis pissée dessus plusieurs fois évidemment en testant. Je l'ai d'abord testé dans les toilettes, figurez-vous, dans le festival, mais dans les toilettes pour checker comment ça se calait, etc. Je l'aime bien, enfin c'est vrai que j'en parle beaucoup en fait, souvent dans la queue des toilettes, je suis là en mode, bah moi j'ai mon pisse debout, je me casse. Non seulement je domine le monde, mais en plus, je vais pisser debout. Oh, faut que je me concentre. Ah, ce moment. Ah oui, c'est bon. Oh ouais. Ah, ça fait trop du bien. Ah, le petit pipi qui va bien là. Yes. Hop. Ni vu ni vu. Bah, je peux pas le rincer, donc là je vais puer du bec jusqu'à ce que je puisse le laver. Je me suis fait une petite pochette pipi dans laquelle je range mon petit accessoire. Tu peux faire ça partout, mais partout. Tu peux faire ça dans les buissons, derrière les bagnoles, contre les murs, partout quoi. C'est trop bien. Même dans les chiottes en vrai, si t'as pas envie de t'asseoir, tu peux faire ça. Et toi, t'as déjà fait dans les pissotières pour hommes? Non, j'ai jamais osé faire dans les pissotières pour hommes. J'ai trop peur de voir des bites déjà. Puis en vrai, faut quand même être sacrément courageuse pour aller juste dans des chiottes d'hommes et pisser debout à côté. Enfin, c'est quand même. Par contre, j'ai déjà pissé debout à côté de mon mec. Ça, c'est cool. C'est hyper paradoxal parce qu'en même temps, je me dis, c'est ce qui fait que je pisse partout, quoi. Comme un mec, quoi. C'est abusé. En vrai, j'en suis pas fière. En même temps, c'est tellement vrai. Le pisse debout, c'est quand même une invention pour s'aligner encore à un comportement qui est hyper masculin, en fait, de pisser n'importe où, contre n'importe quelle grille ou dans n'importe quel lieu. Et du coup, à quel point c'est émancipateur, en vrai, je me pose la question. Très bonne question, merci de l'avoir posée. Oh, le gros jet. Non. Oh non. En effet, est-ce qu'on a envie de faire n'importe où, mais vraiment n'importe où? C'est pas un gros jet. C'est pas un gros jet, ça? Ah bah non, c'est pas un gros jet. C'est une vraie question, hein. J'espère que t'as pas regardé. Par exemple, le mur du voisin. Nouveau. Anti-pipi, tu perds ton sang-froid. Marre de voir votre mur sali par l'urine? Pour vous, nous avons la solution. La peinture hydrofuge. Ne faites pas ici ou c'est retour à l'envoyeur. Taupe, magenta, bleu outre-mer, un large choix de couleurs pour à la fois avoir un mur super tendance et lutter contre les fléaux de la société. Bon, jusqu'à présent, on parlait de bars, ça va encore. Mais avec les festivals, qui rassemblent des milliers de gens, et dans l'Ouest, on est bien servi, en pinte et double pinte. Le Hellfest, par exemple. L'année dernière, il y a eu 65 000 personnes par jour.
450 000 litres de bière ont été bu. J'ose pas imaginer le nombre de litres d'urine que ça fait. Et là, j'ai pas le temps de compter. Mais forcément, on peut se douter qu'à un moment, ça bouche. Les chiottes, c'est un point d'honneur qui est vraiment très très important dans la gestion d'un festival et dans le ressenti des festivaliers par rapport à l'expérience qu'ils vont vivre, parce que c'est clair que si tu fais la queue aux chiottes tout le temps, et ben en fait tu passes un mauvais festival parce que tu rates des concerts, si c'est pas propre, enfin voilà, tout ce qui en découle. Et donc, ça demande une certaine forme de gestion du flux et carrément une équipe dédiée avec Rooms, le régisseur plomberie. Au début, on n'avait pas capté ça et on envoyait tout dans les réseaux de la ville. Et il faut savoir que dans chaque ville, il y a des stations d'épuration qui gèrent tous les rejets des particuliers, enfin de tout ce qui se passe dans une ville. Et les stations font 2 ou 3 villes. Et donc nous, on a injecté en 3 jours l'équivalent de, je sais pas, de ce que rejette la ville en 6 mois peut-être. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que les stations se sont mises en sécurité en fait et que les réseaux de la ville ont débordé chez les riverains. Imaginez-vous que vous êtes chez vous et que, en fait, quand vous tirez la chasse, au mieux que ça descende, ça remonte. On n'avait clairement pas assez de toilettes. Donc c'était une année où il a plu énormément pendant le montage. Donc en fait, comme il n'y avait pas assez de toilettes, les gens faisaient pipi partout. Mais partout. Avec la pluie, l'eau faisait couler la pisse sous les scènes. Ça sentait vraiment la pisse sur tout le festival. Même les agents de sécu avaient un masque. Ça a été un enfer à démonter les câbles et tout ça. Pas assez de toilettes. Heureusement, avec le temps, on s'améliore. Sur certains points, parce que sur d'autres... Sur les toilettes femmes, on est resté sur les toilettes classiques jusqu'à ce qu'on trouve des solutions d'urinoir féminin, histoire que ce soit plus rapide aussi, parce que c'est très très long les files d'attente pour les femmes dans les toilettes. Attendez, le problème dans tout ça, c'est l'entassement de gens, ça c'est sûr, mais c'est l'entassement de gens bourrés. France Bleu 2018. Pour lutter contre ceux qui font ça dans la rue, la ville de Dax octroie un budget pipi de 110 000 € pendant les férias. Attention, ne nous méprenons pas. J'adore l'ivresse. J'ai d'ailleurs moi-même un très bon ami ivre. Mais ça dépend de quelle ivresse on parle. L'alcool nous rend cons parfois. Mais pas toujours. Vous connaissez les 10 stades de la cuite ? Tu connais les 10 stades de l'ivresse ? Développés par Benoît Poulvorde dans Saint-Amour. Voilà, écoute. Gros dossier. Je m'en suis inspirée pour élaborer ma propre théorie. Stade 1. Stade 1. La détente. La détente. On est dans le cinéma. Putain, il a fallu me traîner parce que Star Wars, c'est vraiment pas ma camelote. Mais là, Anakin va se transformer en Dark Vador. On avait déjà bien picolé l'apéro de ça. Donc en gros, soit tu vas pisser et tu foires ce passage-là, soit tu te démerdes pour trouver à pisser, quoi. La prochaine fois, utilisez RunPee. Pour ne louper aucune scène cruciale et repérer le moment chiant, RunPee, l'appli qui vous dit quand aller faire pipi pendant un film. Coup de bol, j'ai une bouteille de 50 centilitres. Bon, je me dis, bon, allez, on fait ça en 2-2. Et je me mets à pisser dans la bouteille. C'est là où j'ai réalisé qu'en fait, quand t'as vraiment envie de pisser, 50 centilitres, c'est peu, quoi. C'est très peu. Stade 2. Stade 2, la libération. Et donc au cours de cette nuit de garde à vue, j'ai eu la bonne idée de me pisser dessus pour les apitoyer. Bon, j'étais vraiment bourré, hein. Mais quand je me suis pissé dessus, c'était vraiment volontaire. C'est vraiment une stratégie que j'ai élaborée. J'espérais qu'il soit dégoûté et qu'il me relâche très vite en disant « Ah, vraiment, celui-là, il est dégueulasse ». Et ça a eu aucun effet sur la police, ils n'ont eu aucune pitié. Stade 3, le sentiment de toute puissance. Ça, je l'ai vécu directement. Quand j'avais 18-19 ans, dans un bar, un mec m'a fait boire sa pisse dans un verre de bière. C'est bien fait, hein, c'est la même couleur. Ça l'a fait rire lui et toute la table. Je confirme, l'urine a un pouvoir d'humiliation extrêmement puissant. Je le recroise, je lui fais boire mes règles. Stade 4, le trop-plein d'amour. Son grand délire, il sortait dans la rue et il faisait un maximum de chœurs avec son pipi. Il pouvait enchaîner 5, 6, 9 chœurs et c'était le spectacle. Stade 5, le pathétique. J'avoue, je le dis, mais je me suis pissée dessus une fois quand même. J'étais tellement bourrée et il neigeait ce jour-là. Enfin, c'était tout un délire. J'ai glissé sur une plaque de verglas
Et je suis tombée, et là, du coup, j'en pouvais plus, je me suis pissée dessus. Et je suis rentrée à la maison, et il était genre 17h. Enfin, c'était ouf. Ça me rappelle que toujours vers 18 ans, avec Ludie, ma meilleure pote de l'époque, en rentrant de soirée, on a eu un fou rire tellement fort qu'elle a fait une flaque au milieu de sa cuisine. Ce qui a intensifié notre fou rire, mais aussi notre amitié. Stade 6, l'inconscience éveillée ou le basculement. J'ai déjà eu un pote au lycée qui avait pissé dans une huche à pain en pensant que c'était les toilettes parce qu'il avait relevé le couvercle de la huche à pain et il pensait que c'était la lunette des toilettes, quoi, et il a pissé dedans. Au milieu de la chambre ou sur un tapis, dans le salon ou un dressing, sur une collection de BD ou une télé, avec 2 grammes dans le sang, le monde se transforme en urinoir géant. Uniquement pour vous, les hommes. Au bout d'un moment, il savait plus où il était, quoi. Donc il pissait n'importe où, ou il pissait au lit, quoi, carrément. Pisser au lit avec ta meuf à côté et tout, c'est chaud, quoi. Et je pense qu'il y a des trucs pires. Bon, et là, on glisse directement au stade 10. Et stade 10, la honte. La honte. Je me suis réveillée, il était en train de me pisser dessus. Il était du coup à moitié somnambule et je pense qu'il s'imaginait dans les toilettes ou dehors. Ce qui est dingue, c'est que j'ai tout de suite su que c'était ça parce que c'est chaud. Il était debout face à moi, comme si qu'il était face à un urinoir. Comme on était sous la couette, ça devait être sur le visage parce que je l'ai senti tout de suite. Et je me suis mis à crier pour le réveiller. Et là, il s'est retrouvé du coup réveillé, mais embêté plus qu'autre chose parce qu'il savait plus où pisser, quoi. Du coup, il s'est mis à pisser un petit peu partout dans la chambre. Dire que depuis toute petite, on nous fait chier avec le prince charmant qu'on doit attendre pour en arriver là, est-ce que ça vaut le coup? On peut en douter. En tout cas, selon ma théorie, on constate que dès le stade 1, les personnes qui ont une bite ont du mal à la gérer, ou plutôt ont du mal à gérer tout court. Et à partir du stade 6, le switchage dans un état proche du Texas, au point de ne plus savoir sur quoi ou qui on fait, est quasiment exclusivement masculin. Et ces comportements ne sont pas rares. Qu'est-ce qui a été intériorisé pour qu'il se laisse aller à ce point? Et ça, on n'en parle pas. On excuse, on rigole, on protège, on minimise, on attend que ça se passe. On a attendu, et rien n'est jamais venu. Mon cul sur la cuvette, ouais. Si on reste à attendre, forcément ça bougera pas. Alors j'ai cherché. Et en cherchant, bon, j'ai pas trouvé de réponse à cette question, mais j'ai trouvé mes toilettes idéales. Mes toilettes de rêve. Mobiles, écologiques, artistiques, festives, inclusives. Wonder Cake, c'est plus que des toilettes. C'est un gros camion pipi-caca pour les événements en tout genre, festival, mais pas que. C'est un projet génial, créé entre autres par Wendy et Anaïs. Ce sont des toilettes sèches à séparation des matières. Déjà pour le côté écologique, on sépare le solide du liquide. T'es obligé de faire pipi assis. Ah oui, oh là là, t'as vu, regarde le plafond. Bon bah tout à l'heure. On insiste sur le fait que les hommes, s'ils peuvent aller aux urinoirs, c'est mieux. Évidemment, il y en a certains qui insistent, qui disent que c'est du sexisme inversé, tout ça. Évidemment, voilà. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Bon, on a envie de rester aux toilettes quand même. Ah oui? De prendre le temps. Ah, c'est beau. C'est très bien décoré. Wonder Cake, c'est un projet très politique aussi, et c'est hyper agréable de mettre des personnes confortables et de mettre des personnes minorisées confortables. On va toujours avoir tendance à prioriser les filles, les femmes, les personnes trans, les personnes non-binaires, les personnes qui attendent de manière générale, qui attendent pour faire pipi, mais qui attendent qu'on leur donne de la valeur dans la vie. Bah là, Wonder Cake, il passe en premier, quoi. Alors nous, on a essayé de faire quelque chose de joli dans lequel tu te sens bien, quoi. T'as presque envie de boire pour aller pisser, quoi. Faire pipi sans modération. Pour toutes et tous. Voilà ce qu'on veut qui arrive tout de suite. Ça, ce serait un vrai progrès. Je rentrais chez moi au petit matin,
en pensant à ce beau programme et à ma gueule de bois qui m'attendait le lendemain. En me confortant dans cette idée de ne pas vouloir attendre, je dessoulais tranquillement, grâce à l'espoir qu'un jour, on pourrait prendre notre PQ en main et que bientôt, on poserait des Wonder Cake un peu partout. Je m'endormais avec une nouvelle question en tête pour le prochain épisode. Si faire pipi peut être source de stress, d'angoisse, peut-il être source de rire, de plaisir, ou même nous faire jouir ? À suivre sur arteradio.com. Oh, la belle ligne d'urine. Elle se prolonge ici. Et elle se coupe là. Ça, c'est symbole de changement. Sans grande importance, un changement de mec peut-être. Ah, et là, on voit très nettement le virage à droite. C'est toujours mauvais signe, les virages à droite. Et là, plein de petits points. Ah, ça, c'est peut-être mes problèmes de pause pipi. Oh, excusez-moi, j'étais à mon auto-séance de coaching en urinographie sur sable. Parce qu'en ce moment, j'ai besoin de me recentrer, toute cette pression sur ma vessie. Oula, je me suis un peu égarée. Pardon. Non mais parce que quand même, si on récapitule les 3 épisodes précédents, il y a de quoi être un peu... Faire pipi pour une bonne partie d'entre nous, c'est synonyme d'attente, de charge mentale, de rétention. En gros, un moment prise de tête, relou, chiant. Alors que la miction, ça devrait être un acte agréable. D'ailleurs, on dit bien avoir envie de faire pipi. En Allemagne, on dit besoin, en France, on dit envie. C'est joli d'ailleurs. D'avoir envie, c'est quelque chose aussi qui après produit une satisfaction. Ça devrait être un moment pour soi. J'adore passer du temps dans mes chiottes, quoi. Je me sens seule déjà. Dans une pièce à soi. J'adore avoir des bouquins dans mes chiottes. J'ai des photos de gens que je surkiffe dans mes chiottes. C'est le seul endroit où on peut pas vraiment te déranger. Alors, comment fait-on pour ne plus subir ces règles tacites, ces normes explicites, ces injonctions qui nous parasitent, pour mener dans l'espace public et dans la sphère intime une réelle lutte des places? Je trouve que les chiottes, c'est là où tu vois les gens qui sont privilégiés ou pas. T'as accès à un espace où tu peux aller pisser quand tu veux. Une seule solution, la transgression. Transgresser l'ordre établi. Oula, ça rigole pas dit comme ça, hein. Et attention quand même, faut être bien préparé, ça peut coûter un bras. Ou un œil. Parce que qui dit transgression dit répression. Mais peut dire aussi progression, évolution, amélioration. Revenons un peu en arrière. Ah non, je vais pas reprendre toute l'histoire des luttes sociales. On va juste revenir au début de cette série. On a pu constater en effet qu'uriner est le syndrome d'une société genrée basée sur un... En gros, les urinoirs, c'est nul. C'est eux qui entassent la merde. Alors justement, non. Oui, je sais. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Dans l'histoire sexuelle homosexuelle, les Vespasiennes, les chiottes publiques sont majeures. Parce que les pissotières n'ont pas été que ces lieux de domination. Elles ont aussi été lieux de rencontre, de plaisir, de jouissance et de désobéissance. Mon travail à moi donne de la visibilité aux minorités sexuelles et aux pratiques fétichistes et aux choses en marge. Alors les pissotières, elles avaient tout pour me plaire. Et donc détourner cet aspect patriarcal, détourner du droit chemin, ces édicules par ces gens dont on a toujours dit qu'ils étaient lâches. J'ai trouvé que c'était héroïque à une époque où c'était interdit de se rencontrer, d'oser braver l'interdit. Alors, la question que j'ai envie et qu'il me fait très plaisir de poser, c'est: est-ce que transgresser, c'est se libérer? Pause pipi. Une série de Julie Ozou, réalisée par Annabelle Brouard. Épisode 4. Peace and Love. Bien sûr, l'homosexualité était interdite jusqu'en 1981. Les gens n'avaient pas le droit d'être ce qu'ils étaient. Donc pour se rencontrer, eh bien, il fallait que ça soit clos, secret. Marc Martin est photographe. Il a publié un très bel ouvrage de photos et de collectage qui s'appelle « Les tasses, toilettes publiques, affaires privées ». Une tasse, c'est un mot d'argot qu'on a complètement oublié aujourd'hui et qui signifiait draguer dans les pissotières.
peut-être dû à leur architecture. Dans les années 1900, les Vespasiennes ressemblaient à une sorte de théière, peut-être. Ce qui est étonnant, parce qu'aux États-Unis, on appelait aussi cheerwoming, le fait de draguer dans les pissotières, et elles n'avaient pas du tout cet aspect-là. Elles étaient souterraines. C'est un vrai travail d'historien qu'il a entrepris. Et ces lieux, donc, exclusivement masculins, où les gens pouvaient entrer avec un alibi du besoin naturel, permettait, oui, les rencontres et tous les débordements qui vont autour, puisqu'on était autorisé à avoir son sexe entre les mains, et qu'entre garçons, eh bien, il y a des signes extérieurs qui font que quand le désir est là, il se manifeste. Dans mon adolescence un peu plus grand, tu vois, 15-16... Nicolas, c'est lui qui déteste les urinoirs dans le premier épisode. Pourtant... Le lieu de rencontre que j'ai trouvé, en tout cas, et qui probablement était le seul de toute manière, c'était dans les chiottes publiques. Évidemment, les petits mots, les petits machins. Et c'est d'ailleurs par ces petits mots écrits que j'ai compris que peut-être je devrais y aller. Et puis c'est comme ça que ça se faisait. Un lieu clos, dans la ville, ouvert 24 heures sur 24, où tout le monde pouvait se rencontrer, toutes les classes, tous les âges. C'était un endroit qui permettait effectivement un brassage social inédit à l'époque. Et la bourgeoisie allait s'encanailler dans les quartiers populaires avec le désir à la main. J'imagine que Grindr a dû mettre un coup de... Mais je suis même pas sûr parce que je pense aux vieux. Ou aux moches, ou tous ceux qui... Non mais c'est... Et je le dis avec beaucoup de respect, mais à toutes les personnes qui effectivement sur des applications de rencontres où tu colles pas à tous les critères de machin, nanana, tu tombes dans une marginalité. Au passage, on peut se demander comment faisait la communauté lesbienne pour se rencontrer. Inconsciemment, on sait que c'est un lieu presque protégé. Il y a même des toilettes publiques qui sont repérées, en tout cas par nous, où on sait que c'est, entre guillemets, chez nous. Ça revient à ce qu'on disait au début sur les angles morts. La société n'a pas son nez à mettre dedans. Ouais, enfin, c'est quand ça l'arrange qu'elle ferme les yeux. Parce que sinon, elle y fourre son nez et ça matraque. Aux archives de la police, les rapports étaient effrayants. C'est étrange, cet homme a l'air normal, il a une bonne situation, il n'est pas efféminé. C'est accablant de bêtises. Ça a ruiné des carrières, parce qu'évidemment, les arrestations étaient publiques aussi, il faut pas oublier. Tiens, l'anagramme d'uriner, c'est ruiné. Intéressant. L'intérêt aussi pour ces gens de se dire que, mon Dieu, on va risquer notre carrière, notre vie, parce que souvent c'était des hommes mariés, on se mariait à l'époque. Vous voyez, il y avait vraiment beaucoup de dangers autour de quelque chose qui peut paraître aujourd'hui comme quelque chose de juste dégoûtant, salace, etc. Mais pas seulement. Et celui d'urine, c'est nuire. Nuire aux minorités, nuire aux personnes qui ne sont pas dans la norme. Allez, le robinet est ouvert, on continue à faire un peu de linguistique ? Étymologiquement, transgresser, ça veut dire franchir pour parvenir au-delà. Un glory hole, c'est un trou qui existait entre les cloisons des cabines et qui est apparu à la fin du 19e siècle. Et donc, c'était un moyen de communiquer entre les cabines et de ne pas être pris par la police qui attendait, une fois qu'on ouvre, elle ne pouvait rien faire quand les deux personnes sortaient séparément. C'était une action de résistance à la police. Transgresser pour avancer ou contourner pour exister. Dans La recherche du temps perdu, Marcel Proust en parle, Oscar Wilde en parle aussi. Proust, qu'on a toujours considéré comme le dandy de service, était aussi quelqu'un qui s'intéressait au plaisir interlope. Et je pense qu'il avait une passion pour le pipi. Il faut le lire entre les lignes. En tout cas, le personnage de Charlus, dont les spécialistes disent qu'il est un miroir du grand Proust, eh bien, il traînait des heures entières dans les pissotières à la place au milieu. Et la place au milieu, à l'époque, c'était la fameuse place où on pouvait, dans le quotidien, tendre sa main à droite et à gauche. Donc, c'était des pissotières à 3 places où la place du milieu était la plus courtisée par les gens qui venaient pour le besoin, on va dire, ludique, plus que pour le besoin pressant. Le plaisir est une chose un peu mystique et qui appartient à chacun. Et si on allait tremper notre biscuit ailleurs, au sens propre? Les soupeurs. Enfin, propre. C'était une pratique qui consistait à mettre du pain dans les urinoirs, qui venaient les récupérer quand ils étaient imbibés et qui se seraient délectés de leur nectar. Attention, public sensible. Là, on rentre dans le dur, si je peux me permettre. Dans le pain dur. Ou plutôt mou, enfin bref. En tout cas, dans la littérature, Céline en parle, Jean Genet en parle, ça a bien dû exister. On a tous nos petits péchés, pas toujours mignons, mais qui
sommes-nous pour juger? Ça se trouve, ils sont très bons, ces croutons. Mais alors, la Madeleine de Proust? La Madeleine de Proust, je pense qu'il faut lui laisser son mystère. Non, promis, je dirai rien. Sans aller jusqu'aux extrêmes, j'ose croire qu'on est quand même beaucoup à kiffer la base du plaisir de miction. Je sais pas, par exemple, uriner dans la mer. C'était agréable en fait, du coup ça faisait une vague de chaleur en plus, j'étais là, c'est chaud. Alors même qu'il y a du monde autour. Et je parle pas de la piscine, hein. Apprécier les quelques gouttes dans sa culotte suite à un irrésistible fou rire. Des fois, je sens bien que quand je rigole, ça peut partir. Sentir le flux couler sous sa douche. C'est quand même une golden shower perso. C'est pas un petit sujet. Je pense qu'il y a clairement un truc de satisfaction et c'est pour ça qu'il y a des gens, ils sont dans le dégoût. Il y a un côté pleasure qui est pas du tout assumé, quoi. Il y a un tabou autour du faire pipi, autour de l'odeur que ça peut avoir, de ce que ça représente dans l'imaginaire. Et si on détourne un petit peu, si on change l'angle de vue, c'est quelque chose de beau, c'est d'être en vie. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la miction, c'est jouissif. Point barre. Bah, c'est le début. Et oui. Si on détourne la fonction initiale des WC, pourquoi on ne détournerait pas aussi celle d'uriner ? Pour être mieux dans votre corps et dans votre esprit, nous avons pour vous une solution naturelle et bienveillante. La Maroli. Ouvrez vos chakras et votre vessie. Problèmes dermatologiques, otite, conjonctivite, gingivite, douleurs articulaires, musculaires, problèmes de transit, fatigue chronique, gueule de bois, troubles du cycle menstruel. Buvez simplement un verre de votre or corporel. Ah non, c'est pas du tout à ça que je pensais, hein. Et petite précision, mais pas des moindres, l'urinothérapie est identifiée comme dérive sectaire par la Miviludes. Et la Miviludes, c'est pas un centre de bien-être. C'est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Franchement, si vraiment vous avez envie de boire de l'urine, de partager, de faire un don de vous, ou de recevoir des autres et de la vie, j'ai une proposition, un peu plus collective. Ça marche à partir de 2. Il y a un type qui était célèbre pour être là depuis des années et tout ça, qui se mettait entre les urinoirs et qui demandait qu'on lui pisse dans la bouche. Le gars était heureux comme tout dès que quelqu'un lui pissait dessus. Enfin, dedans même. Et ça, c'est quand même, je pense, un drôle d'endroit pour faire pipi. La bouche de quelqu'un. La sexualité fait partie de la vie et c'est pas du tout sale ni dénigrant que d'avoir les pulsions qui vous guident. Je trouve ça très beau. Pour un plaisir créatif et ludique, une large gamme de pratiques. Urophilie, urolanie, ondinisme, homoragie, DL, ABDL. L'univers est vaste pour qui fait preuve d'un peu d'imagination autour de ces sécrétions. Ça fait partie aussi des pratiques sexuelles et effectivement de se faire pisser dessus, dedans, tout ça. Voilà. Et les pratiques sexuelles liées à l'urine sont beaucoup plus répandues qu'on ne le croit, hein. Moi j'irais jusqu'à dire que c'est tabou. Sexualité déviante, anormale, perverse, pathologique. Pour tout objet ou pratique suspecte, appelez la police du conformisme. J'ai un pote qui m'a dit, dans un rapport sexuel avec un autre mec, il était en train de se faire sodomiser et le mec lui a pissé à l'intérieur de lui. Et il a senti, et apparemment, il s'est surpris lui-même à éprouver du plaisir et il m'a dit, je te jure, on a pissé dans moi et j'ai kiffé, quoi. C'est toute l'image qu'on s'en fait qui en crée un tabou, qui, s'il est levé, ben ça n'en devient plus un, en fait. Quand on travaille sur le fétichisme, il y a tout un univers autour de l'urine. Ce sont des jeux, ne sont pas absolument nécessaires à atteindre un plaisir. Et ils n'envahissent pas la vie des uns et des autres. Ce sont des coquetteries. Bertrand pratique le BDSM soft. Bondage, discipline, domination, sadisme, masochisme, soumission. Et particulièrement des jeux autour de l'urine. D'après lui, il y a autant de pratiques que de personnes. Les règles sont très très strictes. Des gens relativement assez sérieux, en général. Hein. Ça demande une certaine culture, une certaine maîtrise, une certaine maturité. Il y a des règles très très codifiées. Parce qu'on se met en fait dans une position de faiblesse où on se donne à quelqu'un, il faut que l'autre soit responsable de cette confiance, mais absolument totalement, et qu'on ait les codes pour dire stop, on arrête, parce qu'en fait finalement c'est un jeu de rôle. Ça s'inscrit dans un espace-temps. Le lendemain, quand je te vois, ce sera peut-être moi qui te dominerai, parce que je serai ta chef au travail. Et c'est là où c'est fort, c'est-à-dire que la soumise, c'est elle qui a la maîtrise de dire stop.
Et l'autre a l'obligation morale, mentale, légale, d'arrêter, sinon c'est plus du jeu. Sinon c'est plus de la sexualité. Et c'est ça qui est intéressant. Le consentement est au cœur des pratiques et des questionnements BDSM. Et on peut consentir à ne pas consentir. C'est un peu tordu quand même. C'est pas si tordu que ça. C'est vrai que la frontière peut être floue entre subvertir et reproduire. Avoir une sexualité subversive pour affirmer son appartenance à une communauté, repenser les formes de domination, prendre à contre-pied la pathologisation. L'homosexualité l'était il y a encore pas si longtemps. Par contre, si c'est pour dans sa sexualité reproduire, rejouer les normes du patriarcat ou justifier des violences de genre, là c'est problématique. Ça me donne envie de pipi. Mais non, pas de pipi, d'en savoir plus. Il y a des vêtements en rubber, en latex en français, qui gardent la transpiration, qui gardent l'urine, et ça devient des jeux dans des parties organisées aujourd'hui, qui s'appellent des golden showers, où les gens se font pipi dessus. La douche dorée en français. Homme-femme, c'est pas du tout une pratique homosexuelle. Alors, je suis allée sonner chez Zaza. Et là, j'ai rencontré Karl. Tout ce qui tourne autour de l'urine, on a donc des tenues et des accessoires. Ça sent bon. Chez Zaza, c'est vrai que ça sent bon. Alors attendez, je regarde si j'ai un truc déjà ouvert. C'est cosy, chaleureux, et on s'y sent bien. Hop. Voilà, coup de chance, on en a un. Donc là, on a un body. Et donc, le body s'ouvre à l'entrejambe grâce à un zip. Et donc, ça permet à la femme d'uriner sur un monsieur. Juste, on se rappelle que tout n'est pas si binaire. Homme ne veut pas forcément dire pénis et vice-versa. Là encore, il y a plein de possibilités qui s'offrent à nous. On est plutôt donc dans une boutique érotique qui a été créée par une femme, qui est Zaza, qui est différente d'un sex shop parce que justement on va beaucoup s'intéresser à tout ce qui est artistique, culturel. On est aussi très très ouvert à toutes les communautés et à tous les fantasmes, donc le fétichisme, le sadomasochisme, tout ça. On a une particularité, c'est que les visites en boutique se font sur rendez-vous, donc ça nous permet d'isoler les gens les uns des autres. Donc voilà, donc ça crée un climat de confiance, il n'y a pas de vitrine, ça permet d'avoir une clientèle féminine, et une clientèle de minorité aussi. C'est presque humain, social et un peu politique notre travail, dans le sens où on a envie que tout type de personne, et quelle que soit sa sexualité, elle puisse la vivre, en parler, pas être critiquée, même ceux qui n'en auraient pas à la limite de sexualité ou du mal à en avoir. C'est pour ça qu'on est là. Et dans le couloir, par hasard, je suis tombée sur Zaza. Bien sûr, on vend, mais on vend en accompagnant et en étant intéressé par l'humain. Parce que parfois, il y en a qui découvrent leur sexualité pour ça, mais ils ne la digèrent pas. Mince, j'aime ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Alors ils nous demandent. Ou alors une attirance pour le pipi, ou j'ai une attirance pour ça, qu'est-ce que ça signifie? Puis des gens qui n'en ont plus, qui arrivent, qui ont presque 70 ans, des femmes des fois qui arrivent, qui sonnent, je dis « Ah, j'adore !» Moi aussi j'adore. Et c'est sûr qu'on peut se demander d'où viennent nos fantasmes. Par exemple, Peter est ABDL, Adult Baby Diaper Lover. Ça veut dire qu'il est fétichiste des couches. Il m'a écrit de longs mails remplis de délicatesse. Je me souviens encore de la douce irritation provoquée à chaque pas par ma culotte mouillée sur le haut de mon entrejambe, où je portais machinalement la main droite, tandis que tenant ma main gauche, ma cousine Isabelle, de 10 ans mon aînée, m'entraînait aux courses. Un jour de fin d'été avec son beau sourire et son grand panier. Elle me promit une glace à l'abricot, ma préférée. Au lieu d'avoir ma glace, il se mit à pleuvoir et j'eus toutes les bonnes raisons d'être trempé. Sans faire de psy de comptoir, une chose est sûre, c'est que dans les stades de développement de l'enfant, être propre est un enjeu très fort. Pour les enfants, mais aussi et peut-être surtout pour les parents. L'une des premières injonctions relatives au corps pour parvenir à la maîtrise de soi. C'est soit les petits dans notre société qui se maîtrisent pas leur sphincter, donc voilà, soit les vieux. Et c'est là où le tabou va prendre sa place confortable, encore plus que dans des couches moelleuses, et asseoir les normes. Moi, j'étais propre la journée, mais je faisais pipi la nuit. C'est ça que ça veut dire l'énurésie. Et je pense que j'ai arrêté de faire pipi au lit à 9 ans. Ce qui est quand même assez tard. Précision intéressante, l'énurésie touche majoritairement les petits garçons. Il y a un plaisir de miction qui est là et qui est présent, qui est assumé maintenant. Mais je pense que en fait, c'était aussi un plaisir sexuel. Que c'était comme une première masturbation. Ou après, il y a plein d'interprétations, mais c'est clair que l'énurésie,
C'est pas qu'un truc pathologique, neurologique ou voilà. Donc des fois de le pathologiser, c'est ce qui fait que ça dure aussi. Si déjà on l'aborde du côté du plaisir, peut-être ça peut se gérer autrement. Je pense qu'en vrai, j'ai consenti à me retenir. J'ai dû céder sur un certain plaisir qui était plus du tout un plaisir. Je suis rentrée dans la norme, quoi. Et le stop pipi, je crois que ça a été l'apothéose, quoi. Ça a été vraiment le truc où tu te dis non mais ça peut pas aller jusque-là. Stop pipi. Une thérapie révolutionnaire. Pour ne plus inonder le plumard, mettez à votre enfant un vibreur dans le slibard. Résultat en 3 mois seulement, pour 279 € seulement. Révolutionnaire ? Torsionnaire, ouais. C'est sûr que si on est prêt à aller jusqu'à mettre au gamin une sonde dans le calbut, on n'est pas prêt à accepter que des adultes kiffent porter et pisser dans des couches pour le plaisir de la culbute. Les adultes, s'ils sont consentants, ils font ce qu'ils veulent, tant que ça nuit ni à eux, ni aux autres. Courrier international, États-Unis. Oxfam a publié un rapport selon lequel des salariés d'abattoirs n'ont pas droit à des pauses pour aller aux toilettes. Résultat, il leur arrive de faire leurs besoins sur eux pour ne pas perdre leur emploi ou de porter des couches. Ça, c'est nuisible. Le capitalisme humilie chaque jour sans leur consentement des milliers de gens. Et dans cette société du contrôle, on préfère juger et bannir, surveiller et punir, qu'émanciper et jouir. Ça, c'est grave. Et c'est contre ça qu'il faut lutter. Cette contrainte originelle, la première qu'on ait connue, c'est d'apprendre à être propre. Transgresser ça, survenir en fait à l'origine de tout ce qui va nous bloquer après. En fait, c'est reprendre le contrôle en le perdant. C'est pas la bonne morale des sociétés occidentales, c'est moi qui choisis le contrôle que j'ai. Et si je veux le perdre, fuck off, je le perds. Le problème, c'est que les femmes ne sont pas autorisées à perdre le contrôle, sous peine d'hystérie. En même temps, quoi qu'elles fassent, elles sont hystériques, donc bon. Alors parfois, dans la sphère intime on peut, mais dans la sphère publique, ce serait ça, l'ultime transgression, l'ultime subversion. Contrôler sa perte de contrôle en se pissant dessus délibérément dans l'espace public. En tout cas, c'est la proposition de Dora Smek, une artiste brésilienne. Elle propose à des femmes volontaires de se mettre dans la rue, en ligne, les unes à côté des autres, debout, habillées, et quand elles le sentent, en silence, de se laisser aller. Alors moi déjà, marcher quand quelqu'un me regarde, je me sens mal à l'aise. Alors, pisser, non, enfin, Ouais, alors ça va pas être facile de trouver des meufs qui acceptent. C'est pas forcément quelque chose que j'imaginerais. Et même celles qui essaient. Du coup, se faire pipi dessus, ouais, c'est quand même assez dévaloriser son image, quoi. Certaines y arrivent, d'autres pas. Ça me tente moyennement quand même. Il y a encore des étapes à franchir pour s'affranchir. Mais en tout cas, je suis d'accord avec elle. La révolution doit d'abord passer par son propre corps pour pouvoir ensuite passer à un combat social et politique. Perdons le contrôle qu'on nous a imposé. Reprenons le contrôle qu'on nous a confisqué. Alors, moi, je sais pas si je serais capable de me pisser dessus. Par contre... Ah bah ça marche, hein. Faut pas que j'en mette sur mon jean. Ah. Faut secouer la petite goutte comme vous. Voilà, tu viens de pisser dans la rue. Pour la première fois. Debout, pour la première fois. Merci. Il y en a pas dans les godasses, quoi. Franchement, pas plus que quand tu pisses accroupi, franchement. Il y a toujours une petite goutte sur les godasses. Soulagée et quelque part libérée, je continuais à déambuler dans la rue en pensant à toutes les personnes qui osent, mais aussi à celles qui n'osent pas, qui se retiennent, qui n'ont pas le choix, qui ne peuvent pas. Celles qu'on empêche, celles qui attendent, qui débordent, à celles qui aiment se montrer, à ceux qui préfèrent se cacher, à celles et ceux qui sont entre les deux, aux pudiques, aux impudiques, aux personnes qui ont des fuites, des cystites, à celles qui font accroupies ou debout, à ceux qui font assis, à celles qui ont un pisse debout, qui l'utilisent ou pas du tout, à celles qui doutent, à ceux qui nettoient la petite goutte, qui rabaissent la lunette, qui font pas à côté de la cuvette, aux personnes qui font dans leur couche, qui font au lit le jour ou la nuit, par plaisir ou par contrainte, à celles et ceux qui le font pendant l'étreinte, aux grands enfants passage,
à celles et ceux qui détournent son usage, à la majorité transparente. Peace and love. arteradio.com